Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un ou deux, ou peut-être même trois passages de ce livre, Jean-Pierre Ysennut, Deux passions. Et ce livre m'a été offert par mon ami David Giroux, qu'on connaît également sous le nom du Huron dubitatif. Et David me faisait remarquer, outre le fait qu'il m'a offert le livre, et que je vais à mon tour offrir à Emmanuel parce que je l'ai à quelque part, dans cette bibliothèque qui en est de moins en moins une, tellement c'est le chaos qui règne. Je vis au milieu d'un chaos de papier. C'est effarant de voir ça. Même moi, je me demande comment j'ai fait pour engendrer un tel, un tel désordre. Alors donc, David, qui est aussi un grand amoureux de l'œuvre de Ysennut, me disait qu'il y avait un lien avec le livre que nous avons publié, Un escadron de la mort au Québec de Jean-Claude Bernheim. Et ce lien-là, je vais vous le montrer ici en vous lisant un passage. Parce que Ysennut a enseigné à Pierre Dupuis, à l'école Pierre Dupuis. L'école qui, jusqu'à tout récemment, était l'école la moins cotée de l'île de Montréal, considérée comme étant la plus mauvaise école. J'ai bien failli y aller à cette école. Je vous expliquerai un autre jour comment, comment j'y ai échappé. Je n'y suis pour rien. C'est le choix de ma mère qui souhaitait nous arracher à ce quartier violent, dans lequel elle avait grandi, dans lequel elle a grandi, elle aussi. Je vous raconterai ça une autre fois. Alors, j'ai changé de quartier à l'âge de 10 ans. Nous sommes allés vers l'ouest. Et là, j'ai appris d'autres choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, nous étions terrorisés à l'idée d'aller à l'école, Pierre Dupuis. Et puis déjà, nous étions dans un enfer. Et nous craignions un enfer encore plus grand. Ici, je vais nommer mon ami Gaëtan, mon ami d'enfance, Gaëtan Landry, avec qui je suis allé à l'école. Nous étions presque des frères, n'est-ce pas, Gaëtan? Tu te souviens de ma grand-mère, tu te souviens de la Rontalou, tu te souviens de tout, en fait. Je le sais, tu ne peux pas l'oublier. Moi, tu déjà, tiens, je vais m'adresser à toi, tu as déjà réalisé, Gaëtan, qu'au fond, nous sommes des survivants, ça c'est clair, mais que nous sommes également des survivants d'un apartheid économique. Un apartheid économique. Il y a quelqu'un qui me demandait l'autre fois, où vont les pauvres lorsqu'ils sont délogés de leur quartier d'origine? Par exemple, Hochelaga Maisonneuve. Eh bien, les pauvres, ils meurent, tout simplement. Leur dernier domicile, c'est le cimetière. L'espérance de vie entre un homme né dans Hochelaga Maisonneuve est de 57 ans environ. Ce qui correspond à un pays du tiers-monde, oui, d'un pays du tiers-monde en voie de se sortir là, de la misère. Et l'espérance d'une vie d'une femme née à Westmount, par exemple, à quelques kilomètres d'Hochelaga Maisonneuve, est 88 ans, 30 ans d'écart. Alors oui, nous avons vécu un apartheid économique. Nous avons grandi dans un monde d'inégalités criantes. Et aujourd'hui, plein de gens nous serinent. Lorsque l'on veut, on peut. Mais tout ça, c'est de la pure bullshit. Il y a des gens qui partent avec une très longueur d'avance et personne ne peut jamais les rattraper. Alors oui, donc, tu te souviens, Gaëtan, on va évoquer ici un souvenir de Noël. Chez nous, nous ne manquions de rien, cependant. Je ne voudrais pas que vous croyiez que la misère et la violence étaient partout autour de moi, mais il y avait dans ma famille
Nous étions plusieurs à vivre. Et mon grand-oncle et ma grand-mère qui avaient connu la crise de 29 en portaient les séquelles de à plein de niveaux. Mais ils avaient su développer une solidarité et la famille traditionnelle n'était pas encore tout à fait érodée. Et donc, nous ne manquions de rien. Mais tu te souviens, l'école offrait des cadeaux de Noël aux enfants. Je pense que c'était à Sacré-Cœur. Il fallait aller voir, ces cadeaux-là. Un camion, manquait une roue. Une poupée, manquait une jambe. Pratiquement tous les jouets étaient en mauvais état. C'était des jouets brisés. Il fallait voir le visage de ces enfants recevant ces jouets brisés. C'était d'une infinie tristesse. Alors nous craignions d'aller à Pierre-du-Puy. C'était l'horreur d'imaginer que, après ce que nous avions vécu, eh bien, nous irions à Pierre-du-Puy. Alors Hissène Hutt a enseigné à Pierre-du-Puy, sur la Ontario. Et je me suis laissé dire également que le directeur de l'école Pierre-du-Puy, ça c'est à vérifier, était le frère de la poète José Yvon, qui elle aussi a connu un sort tragique, comme vous le savez, et qui est aujourd'hui récupéré par l'institution universitaire. Alors, je voulais un petit passage. L'école Pierre-Dupuis n'est pourtant pas le Pérou. Son architecture est contemporaine, c'est tout dire, de celle de la polyvalente Édouard Montpetit. Les indices de défavorisation, la classe dernière des écoles secondaires de la commission. Au moment de l'attribution des postes, elle est en général le dernier choix des enseignants. Sa petite taille y rend l'organisation scolaire acrobatique et les tâches d'enseignement souvent abracadabrantes. Pour bien des élèves qui la fréquentent, elle est la seule maison digne de ce nom, un refuge, un havre, une sécurité, et ils le manifestent en s'asseyant à la porte des classes bien avant le début des cours. Paradoxalement, pour toutes sortes de raisons, faible santé, véritable misère. Ici, Hissène nous renvoie une note en bas de page. La misère matérielle est un sujet impossible. Quand est-elle véritable? Il faut faire comme si elle l'était toujours. Si un élève sous-alimenté dépense 70 $ pour se faire percer la langue, c'est que la langue percée l'aide davantage à vivre que la nourriture. Restent les statistiques récentes qui évaluent à 14 500 le revenu annuel moyen des familles de nos élèves du Centre-Sud. Avec cette somme, comment élever convenablement des enfants? Alors oui, donc, pour toutes sortes de raisons, faible santé, véritable misère, troubles mentaux, manque de conviction que les études servent à quelque chose, vie quotidienne d'une complexité à s'arracher les cheveux, job-in après l'école, qui réduit l'école à rien, etc. La persévérance des enseignants y donne moins de résultats qu'ailleurs. En dépit d'efforts méritoires, le décor de l'école reste peu engageant et la salubrité de l'atmosphère douteuse. Les conduits du système de climatisation n'ont pas été nettoyés depuis 1971. Appelée pour évaluer l'air il y a quelques années, la CSST a trouvé pour le caractériser un euphémisme charmant à la limite de la salubrité. Qui respire cet air s'aperçoit tout de suite qu'il est suspect. Quand on l'a respiré une journée, on suffoque. On ne supporterait pas dans un quartier riche.
Mes activités à l'école sont unifiées par le souci de faire en sorte que les élèves manifestement doués pour l'étude, il y en a un certain nombre, ne s'en aillent pas. Tous les ans, pourtant, j'en vois partir, que leurs parents préfèrent placer dans un milieu plus stimulant. J'agirais comme ses parents et ne trouve rien à redire à leur choix. Cependant, chaque départ est triste. Chaque fois, nous perdons un éclaireur, un entraîneur. Il n'existe peut-être pas d'école qui en ait davantage besoin que la nôtre, ni de quartier où l'école, même si le quartier ne s'en rend pas toujours compte, soit un bien essentiel. Là, je vous passe le passage où il raconte qu'il rencontre une de ses ex-collègues qui a été changée d'école et émet des commentaires pleins de mépris à l'égard de cette classe sociale-là, ce qui indispose Isenut. Deuxième rencontre, inopinée récemment, derrière l'école Pierre Dupuis, un homme de la quarantaine qui semblait à l'aise avec lui-même. Vous ne seriez pas Monsieur Isenut. Mais oui, pourquoi? Michel, Saint-Émile, 1971, l'auberge des morts subites. Oui, parce qu'Isenut montait des pièces de théâtre, dont celle-ci, de Félix Leclerc. Il m'a fallu quelques instants pour agencer le casse-tête. J'avais oublié que j'avais monté l'auberge des morts subites en 1971. Où était-ce lui qui se trompait d'année? Ce que je me suis rappelé tout de suite, c'est que ce Michel avait joué engemé, en robe blanche, parce que la fille qui devait tenir le rôle était malade. Je n'avais jamais revu d'élève de cette époque. Tu es le premier. Ça ne m'étonne pas. Il y a eu pas mal de morts. Morts? Pas des morts naturelles. Règlement de compte. Régent Doff est le premier qui s'est fait tirer. Régent Doff? Aucun souvenir. Je savais que plusieurs anciens élèves étaient à l'ombre pour longtemps. J'avais vu leurs photos dans le journal de Montréal. Mais tirer? La rencontre ne m'a rien appris de plus. Michel était pressé. Il intervenait dans le domaine social. Le nombre de mes élèves tirés dans des règlements de compte restera un mystère jusqu'à nouvel ordre. Mais voilà le lien. Voilà le lien. Vous avez compris. Je sais pas comment je pourrais désarmer ma propre colère. C'est ma colère qui m'a permis de m'en sortir. Une vraie rage. Je ne suis pas devenu un assassin. Je me suis pas fait tirer. J'ai eu de la chance. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils s'en sortent par leurs propres moyens. D'autres, plus religieux, grâce à une intervention divine. Pour ma part, je pense que j'ai eu de la chance seulement. Ou presque. Prions maintenant. Paul Desmarais, qui est au ciel, fasse aujourd'hui que mon tiroir-caisse se remplit de beaux dollars pour me permettre encore de vivre difficilement. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. La librairie, l'occasion est d'ancien, le livre voyageur, si vous avez envie, si vous jugez que les prières à Paul Desmarais sont insuffisantes, n'hésitez pas à venir y déposer quelques billets. Je prends les cartes de crédit, sauf American Express. Vous pouvez aussi me téléphoner 514-736-0999, ça c'est absolument gratuit. Et vous pouvez également aller parcourir ma page Facebook. J'ai des amis très intéressants. Vous allez voir, des bons amis. Merci, bonne journée.